Il n'y a pas que des hommes qui défendent l'Ukraine contre l'invasion russe. De nombreuses femmes ont également contribué à la sécurité du pays, des dizaines de milliers s'étant engagés dans les forces armées, et d'autres formant des groupes entièrement féminins. Comme les emblématiques sorcières de Boutcha, une unité de volontaires qui a porté un coup dévastateur à la Russie de plusieurs façons. Il fut un temps où il n'aurait même pas été possible qu'une unité comme les sorcières de Boutcha existe. Bien que les femmes fassent partie de l'armée ukrainienne depuis 1993, elles étaient en grande partie exclues de la plupart des rôles de combat et n'étaient utilisées que de manière ponctuelle dans des bataillons de volontaires. En 2017, tout cela a changé. Les forces armées ukrainiennes ont finalement permis aux femmes de s'engager dans plus de 60 postes de combat différents, et d'ici 2020, les femmes représentaient plus de 15% de l'ensemble des forces nationales du pays, avec des centaines d'entre elles occupant des postes de commandement supérieurs. Le changement de règlement en 2017 s'est avéré opportun, puisque la Russie a envahi l'Ukraine seulement 5 ans après. Et l'Ukraine a eu besoin de toute l'aide possible à partir de ce moment-là. Et tandis que de nombreuses femmes se sont pleinement engagées dans l'armée, s'inscrivant et servant en première ligne, certaines ont dû concilier leur vie de famille avec leurs devoirs militaires, continuant à vivre et à travailler à la maison. Elles ont toujours connu cela, tout en consacrant leur temps libre à repousser les attaques russes. Les meilleures amies Valentina et Ina sont deux de ces femmes. La première, Valentina, s'est formée comme vétérinaire avant la guerre. La seconde, Ina, a été enseignante pendant une grande partie de sa vie. Toutes deux ont un peu plus de 50 ans et vivent à Nemichieva, un petit village non loin de la ville de Boutcha, qui a été le théâtre d'un massacre russe tristement célèbre. Au début de l'invasion, là-bas, la Russie aurait massacré des centaines de civils innocents et de prisonniers de guerre, dont plusieurs enfants. Depuis, un mur commémoratif a été installé dans la ville, portant les noms de plus de 500 habitants qui ont été tués lors du massacre. Valentina et Ina ont réussi à survivre. Les deux femmes s'étaient rencontrées plusieurs années avant l'invasion russe. Après que leur jeune fils soit devenu ami à la maternelle, elles ont commencé à discuter, réalisant qu'elles avaient un humour et des personnalités similaires. Nos enfants traînaient ensemble, nous discutions, et très vite nous avons compris que nous étions faites du même bois, a expliqué Valentina. Ina a confié à NPR « Nous sommes devenus inséparables, comme si nous nous connaissions depuis toujours. » Mais lorsque les Russes sont arrivés à Boutcha, les deux femmes ont été forcées de se séparer. Pris au dépourvu, elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour protéger leur famille. Valentina et sa famille se sont réfugiées dans leur sous-sol, bientôt rejointes par des voisins effrayés. Il n'y avait presque pas de place pour nous, se rappelle-t-elle. Ina, quant à elle, a fui la région avec sa famille, parcourant environ 100 km jusqu'à un autre village, où ses grands-parents avaient une petite cabane avec une réserve de bois de chauffage, une cave et des pommes de terre. Les Russes ne sont jamais arrivés dans cette région. Mais ils se sont approchés très près de Valentina, qui a été forcée de passer plus d'une semaine dans la cave alors que les bruits de massacre résonnaient au-dessus. Même maintenant, en parlant, je me souviens du désespoir. Toute cette tristesse et cette angoisse sont encore juste sous la surface. Son fils n'avait que 8 ans à l'époque. Craignant que le lendemain soit son dernier jour, Valentina a envoyé un message à Ina, la suppliant de s'occuper de son fils. Au cas où le pire arriverait. Ina a expliqué. Elle m'a dit, si jamais il m'arrive quelque chose, s'il te plaît, accueille mon fils et élève-le. Et je lui ai dit, bien sûr que je le ferai. Et puis j'ai dit, Valentina, ma chère, je te promets que nous élèverons nos enfants ensemble. Et grâce à Dieu, c'est ce que nous faisons. D'innombrables autres femmes ont enduré des expériences tout aussi éprouvantes au cours de la guerre. Comme Tetiana, qui vit à Irpin, une ville d'environ 65 000 habitants, à environ 25 km de la capitale ukrainienne, Kiev. Très tôt lors de l'invasion, en mars 2022, les Russes sont entrés à Irpin et ont occupé certaines parties de la ville. Et la vie de Tatiana a été bouleversée lorsque les hommes les plus proches d'elle ont été forcés d'entrer dans la mêlée. Son frère, policier, a commencé à transporter des fournitures aux soldats, tandis que son mari Alexandre, qui avait travaillé comme journaliste jusqu'à ce moment-là, s'est rapidement engagé dans l'armée. Tatiana et Alexandre, tous deux divorcés avec des filles, s'étaient rencontrés dans un groupe de passionnés de voitures. Ils se sont rapidement rapprochés, mais lorsque les Russes sont arrivés, leur histoire touchante a connu une fin tragique. À mesure que les forces ennemies s'approchaient, le gouvernement ukrainien a ordonné l'évacuation d'Irpin. Tatiana s'est précipitée pour préparer quelques provisions pour elle et les filles, tandis qu'Alexandre lui a donné une dernière étreinte en disant «
Ma tâche est de sauver notre ville, la tienne est de sauver nos enfants. C'était la dernière fois qu'elle le voyait. Elle et ses filles ont pris des trains d'évacuation vers l'ouest de l'Ukraine avant qu'une amie ne les aide à émigrer en Espagne. Au début, son mari appelait tous les jours, mais finalement les appels ont cessé. Et Tatiana a vite appris qu'Alexandre avait été tué. Le lendemain même, elle a été informée de la mort de son frère. Peu de temps après, les troupes ukrainiennes ont réussi à repousser les Russes hors de la banlieue de Kiev. Et Tatiana a pris la décision courageuse de rentrer chez elle, laissant ses filles en sécurité en Espagne. Et elle voulait faire un peu pour son pays et son peuple. Elle est devenue une défenseure pour aider ceux qui avaient perdu des proches à recevoir des prestations et un soutien du gouvernement. Elle a également joué un rôle actif dans le transport de fournitures aux troupes en première ligne. Pendant tout ce temps, elle luttait encore pour accepter la terrible perte qu'elle avait subie. Je traversais une période très difficile. Au fil du temps, les Russes ont commencé à intensifier de nouveau la pression sur Kiev et les régions environnantes. Le pays a commencé à utiliser des drones avec une régularité et une férocité croissante, envoyant d'abord des dizaines puis des centaines d'appareils vers la ville pour frapper des immeubles résidentiels, des hôpitaux, des écoles et des civils. À mesure que les attaques s'intensifiaient, l'Ukraine a fait tout son possible pour renforcer ses défenses. La défense territoriale de Boutcha, par exemple, a décidé de mettre en place une unité de défense aérienne composée d'habitants locaux, prêts à consacrer une partie de leur temps libre à scruter le ciel et à abattre les drones. Tatiana parcourait son téléphone lorsqu'elle a vu une annonce pour l'unité, et elle a décidé de s'inscrire immédiatement. J'ai immédiatement composé le numéro, j'ai passé un entretien, et ensuite j'ai obtenu le poste. Elle n'était pas la seule. Valentina et Ina ont également vu la même annonce, et toutes deux étaient impatientes de s'impliquer. Valentina a expliqué. Nous pleurions à la maison, sans résultat. Maintenant, nous avons acquis des compétences, comme manier et tirer avec une arme. Peut-être que nous ne savons pas encore comment tuer l'ennemi, mais ça viendra ensuite. Maintenant, les 3 femmes font partie de l'unité des sorcières de Boutcha, composée presque entièrement de femmes, ainsi nommée à cause de l'insigne que porte l'une d'elles, représentant une figure de sorcière brandissant des armes. Elles travaillent à des emplois ordinaires pendant la journée, et leurs membres comprennent une agente immobilière, une nourrice, une pâtissière et une manucure, ainsi que plusieurs médecins et enseignantes. Mais à la tombée de la nuit, les femmes enfilent leurs uniformes de combat, mettent leurs casques et leurs bottes, et chargent leurs fusils. Elles quittent la sécurité de leur foyer, et sortent dans l'obscurité, prenant position dans les forêts autour de Kiev, armées et prêtes à riposter contre les Russes. Côte à côte, elles scrutaient le ciel, à l'écoute du bourdonnement caractéristique des drones qui approchent. Lorsqu'elles en repèrent un, elles ouvrent le feu, faisant de leur mieux pour abattre autant de shahids russes et d'autres drones que possible. Chaque drone abattu est une victoire pour les sorcières. Un drone de moins, qui aurait pu autrement faire exploser une habitation locale, tuer ou blesser certains de leurs voisins, ou endommager des infrastructures locales comme des hôpitaux et des centrales électriques. La grande majorité de ces femmes n'ont pratiquement aucune formation militaire. Beaucoup n'avaient jamais tenu une arme avant le début de la guerre. Certaines sont d'âge moyen et loin du niveau de forme physique et d'entraînement qu'on attendrait d'un soldat. Pourtant, elles ne se plaignent pas. Jour après jour, nuit après nuit, elles enfalent leurs bottes et font leur part pour sauver des vies et protéger leur terre. Elles jonglent entre leur mission de neutralisation de drones, leur vie de famille et leur travail. Comme le dit Valentina, désormais connue sous le nom de Code Valkyrie. J'ai 51 ans, je pèse 100 kilos, je ne peux pas courir. Je craignais un renvoi, mais ils m'ont accepté. Je peux faire ce travail. L'équipement est lourd, mais nous les femmes en sommes capables. Ina, désormais connue sous le nom de Code Cerise, est d'accord. C'est effrayant, oui, mais accoucher aussi, et je l'ai quand même fait 3 fois. Ina explique aussi qu'il lui arrive parfois de devoir se dépêcher de revenir après avoir tiré sur des drones dans les bois pour donner un cours de maths à un élève. Je garde mes vêtements, talons et rouge à lèvres dans la voiture. Je donne le cours et retourne ensuite à la voiture. Changement rapide au coin, et je repars. Les gars sont partis, mais nous restons. Rien n'arrête les femmes ukrainiennes. Nous pouvons tout faire. Les femmes doivent aussi se débrouiller avec seulement le matériel le plus basique, puisque toutes les meilleures et les plus modernes armes doivent aller aux troupes en première ligne. Cela laisse les sorcières, avec des mitrailleuses Maxim, datant des années 1930, et des caisses de munitions estampillées d'étoiles rouges soviétiques. Les armes sont tellement anciennes que Serki, le seul homme de l'équipe,
est chargé d'y verser de l'eau en bouteille pendant qu'elle tire, pour éviter qu'elle ne surchauffe. Mais l'unité, tout comme l'Ukraine dans son ensemble, a fait de son mieux avec le matériel dont elle dispose. Elle fait face à une adversité extrême, mais continue de défier les probabilités et compte de nombreuses destructions confirmées de drones Samouchtina à son actif. Les personnes impliquées deviennent également plus compétentes semaine après semaine. La plupart des week-ends, ils partent participer à une série d'exercices d'entraînement militaire, couvrant tout, de l'assaut de bâtiments à l'amélioration de leur précision au stand de tir. Petit à petit, ils acquièrent des compétences militaires précieuses qui pourraient bien aider à sauver non seulement leur propre vie, mais aussi celle de leurs compatriotes ukrainiens à l'avenir. Bien sûr, il est très peu probable qu'ils voient un jour de véritables combats en première ligne, mais ils jouent un rôle essentiel dans la défense de leur pays de l'intérieur. Le commandant de l'unité, le colonel Andriy Volati, est un homme, contrairement à la majorité de ses troupes. Volati a passé du temps sur les lignes de front, combattant dans l'est du Donbass, qui est l'une des zones les plus chaudes du conflit depuis le début de l'invasion. Et même avant cela. Il décrit les scènes là-bas comme des feux d'artifice sans arrêt, et il n'est pas étranger au fait d'être responsable. Il avait sur son commandement environ 200 hommes, opérant une série d'unités mobiles de défense aérienne à travers la région de Boucha, et effectuant des patrouilles nocturnes. Mais lorsque l'Ukraine a réformé ses lois sur la mobilisation pour renforcer ses rangs, beaucoup des hommes du colonel, qui auparavant n'étaient net pas éligibles pour servir en première ligne en raison de problèmes de santé ou de conditions physiques, ont soudainement été envoyés ailleurs, a expliqué Valati. Environ 90% de mes hommes ont fini dans l'armée, et les 10% restants se sont cachés, se dispersant comme des rats. Il ne nous restait presque plus personne, seulement des hommes sans jambes ou à qui il manquait la moitié du crâne. À ce moment-là, il avait le choix. Il pouvait soit compléter ses rangs avec des hommes en dessous de l'âge de mobilisation, peut-être même des adolescents, soit recruter des femmes. Il a choisi la seconde option, qui au début ressemblait à une blague. Prenons des femmes. Il n'y avait pas beaucoup de confiance en elles dans les forces armées, mais cela a vraiment changé. Aujourd'hui, le colonel Valati est heureux de diriger une escouade majoritairement féminine et fier de leurs accomplissements. Ce sont des forces de défense de l'Ukraine à part entière, et grâce à ces femmes aujourd'hui, la plupart de notre énergie, la plupart de nos foyers sont intacts. Et en ce moment, les sorcières de Boutcha sont plus nécessaires que jamais. Parce que la Russie s'est totalement engagée dans la guerre des drones ces dernières semaines et ces derniers mois. Rien qu'en juillet, plus de 6000 drones ont été lancés en Ukraine, un record depuis le début de la guerre. Le mois de juin a également vu des quantités stupéfiantes de drones, certaines attaques impliquant des centaines de Shahed et d'autres types de drones fonçant vers Kiev et d'autres villes ukrainiennes en une seule nuit. Avec leur équipement limité, les sorcières ne peuvent abattre qu'une petite quantité, mais chaque petit geste compte. Surtout avec les défenses aériennes ukrainiennes qui subissent une pression croissante, c'est aussi excellent pour le moral. Les Ukrainiens à travers tout le pays, et même au-delà, peuvent entendre les histoires d'unités comme les sorcières de Boutcha, et retrouver espoir en le sachant. Des personnes de tous âges et de tous genres se mobilisent, prennent les armes et font tout ce qu'elles peuvent pour protéger la nation. Et tandis que les Russes et leurs dirigeants insensibles, Vladimir Poutine, intensifient leur offensive estivale dans le but de briser la détermination ukrainienne et d'anéantir le moral du pays, les sorcières continuent de leur résister. Leurs actions, tout comme celles de leurs compatriotes, prouvent que l'Ukraine ne cède pas, ne plie pas et ne rompt pas, peu importe ce que la Russie lui oppose. Elle reste forte et inébranlable, même face à une adversité écrasante. Quant aux femmes elles-mêmes, beaucoup disent que rejoindre les sorcières de Boutcha leur a donné un nouveau souffle, un but et une valeur que beaucoup pensaient avoir perdu lorsque la guerre a commencé. Nombreux sont ceux qui luttent encore avec le traumatisme de ce qu'ils ont enduré. Certaines ont perdu des maris, des frères et des fils, ainsi que d'autres amis et membres de la famille. Comme l'a expliqué Valentina, je me souviens de l'occupation. Je me souviens de l'horreur. Je me souviens des cris de mon propre enfant. Je me souviens des corps sans vie lorsque nous fuyions. Pour des femmes comme elle, l'unité est au-devant d'une forme de soutien qui a changé leur vie. La vie a changé. Tous nos projets ont été anéantis. Mais je suis là pour aider à accélérer la fin de cette guerre. Comme le disent nos filles ici, cela ne se terminera pas sans nous. Pour Tetiana, pendant ce temps, les sorcières l'ont aidée à sortir d'un état de chagrin et de perte indescriptible. La ramenant des profondeurs du désespoir et la transformant en une membre active et engagée dans la défense de l'Ukraine. Comme elle le dit, cette unité est notre remède, ajoutant « Avec mes filles, je me sens vivante ».
Une autre membre du groupe, une femme de 50 ans nommée Anya, a exprimé un sentiment similaire lors d'une interview avec la British Broadcasting Corporation. Sous l'occupation, j'ai ressenti l'inutilité totale de mon existence. Je ne pouvais ni aider qui que ce soit, ni me défendre moi-même. Je souhaitais apprendre le maniement des armes pour me rendre utile. Olena partage cet avis. Je ne voulais pas juste me cacher dans la cave, mais rejoindre et aider. Je désirais que ma famille et mes enfants dorment sereinement. Une autre femme, qui est restée anonyme, se souvient s'être cachée avec ses enfants alors que les forces russes se rapprochèrent. Forcée d'attendre impuissante et de se demander quand les soldats pourraient se les trouver et ce qu'ils feraient à ces petits. Aujourd'hui, enfin, elle se sent forte. Venir ici m'a vraiment aidé parce que je ne resterai plus jamais assise comme une victime, terrifiée. Et comme tant d'unités militaires, qu'elles soient composées d'hommes, de femmes ou d'un mélange des deux. Les sorcières de Boutcha ont un fort esprit de camaraderie. Beaucoup sont de proches amis et restent en contact les unes avec les autres, pendant les jours où elles ne sont pas en train de chasser les drones. Tetiana décrit ses camarades sorcières comme sa seconde famille, se retrouvant souvent avec elles au cinéma ou pour manger et boire dans des cafés et restaurants locaux. Et quand une sorcière a un problème, tout le groupe se rassemble pour l'aider. Ma voiture est tombée en panne récemment, et l'une de mes sœurs m'a simplement donné sa voiture en disant « Prends-la et conduis-la aussi longtemps que tu en as besoin ». Je la conduis depuis plusieurs semaines. Les familles des femmes sont aussi très fières de leurs parentes, comme l'a expliqué Inna. Nos fils sont fiers aussi. Ils se vendent de nous auprès de leurs amis. Et les sorcières de Boutcha ne sont pas les seules combattantes à jouer leur rôle dans la lutte contre la Russie. Plus tôt cette année, l'Ukraine a ouvert le recrutement pour une nouvelle unité de drones entièrement féminine, surnommée les Harpies. L'unité fera partie des forces du système de drones ukrainiens, comprenant des hommes dans des rôles de soutien, mais avec des femmes occupant les postes de pilotes de drones. Celles qui seront acceptées dans les Harpies suivront d'abord 45 jours d'entraînement de base, puis 30 jours supplémentaires de formation spécialisée avant d'être déployées. Grâce à la vue, à la première personne, les drones ukrainiens attaquent les véhicules aériens sans pilote robot terrestre et bombardiers lourds russes, retournant leur propre tactique de drone contre eux. Ainsi, pendant que les sorcières abattent les drones russes, les Harpies lanceront leurs propres attaques aériennes contre l'ennemi. Inna résume parfaitement la situation. Nous ne sommes plus les proies, mais les chasseurs. Maintenant, vous pouvez en apprendre davantage sur les récents succès ukrainiens dans les airs dans notre dernière vidéo qui explique comment. Les forces armées ukrainiennes ont réussi à anéantir plusieurs avions radars et stations russes, forçant l'ennemi à opérer à l'aveugle dans des zones clés le long de la ligne de front. Ou regardez cette vidéo pour découvrir comment l'Ukraine utilise des bombes fabriquées aux États-Unis sur des avions de fabrication soviétique pour infliger des dégâts dévastateurs à la logistique russe. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de confiance si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, vous pourrez rester informé et à jour sur toutes les actualités et développements importants en Ukraine et ailleurs.